Bonjour Aurélie Trouvé. Bonjour. Vous aviez déposé une motion de rejet hier sur le texte du budget. Quand je dis vous, c'est les insoumis. Vous l'avez retiré juste avant. Alors je comprends pas bien. Vous vouliez le débat, mais vous déposez une motion de rejet pour empêcher le débat et en même temps vous la retirez. C'est pas très lisible. Bon, finalement, nous décidons de mener le débat dans l'hémicycle, tout simplement parce Et que... pourquoi vous avez changé d'avis? Tout simplement parce que la semaine dernière, nous nous sommes rendus compte que nous pouvions être majoritaires et nous pensons l'être dans la semaine. La semaine dernière, vous parlez hémicycle. de ce qui s'est passé en commission des finances. Exactement. Puisqu'en commission des finances, ce qui a été montré, c'est que nous pouvions construire un autre budget, qu'un autre budget est possible en allant chercher l'argent nécessaire pour les caisses de l'État, non pas dans les poches de celles et ceux qui peinent à boucler leur fin de mois, mais dans les poches des ultra-riches et dans les super profits des multinationales. Et nous avons voté près de 60 milliards de recettes uniquement ciblées sur les ultra-riches et les multinationales, à l'inverse du gouvernement qui propose, vous le savez, par exemple, d'augmenter fortement la taxe sur l'électricité et donc les prix de l'électricité. On va en reparler, mais vous vous laissez du temps, donc visiblement, au débat parlementaire. Ça tombe bien, parce que Michel Barnier aussi. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à un budget de compromis? Parce que je le rappelle, personne n'a la majorité à l'Assemblée nationale, donc personne ne peut rien imposer à personne. Est-ce que vous dites... comme ce que vous disiez avant, au moment de Matignon, c'est tout le programme, rien que le programme, ou vous dites on a des marges de manœuvre? On l'a vu toute la semaine dernière, c'est qu'en fait, in fine, le budget qui est arrivé sur la table de la Commission des finances à la fin des votes de tous les amendements, ça ressemble sacrément au budget du nouveau Front populaire, c'est-à-dire un budget... Mais ça ne ressemble pas du tout au budget souhaité par Michel Barnier. Donc il est où le compromis possible? Là, en fait, c'est le jeu et c'est le fonctionnement... heureusement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que en fait ce sont des votes de l'ensemble des députés qui reflètent par ailleurs les votes des électeurs des 30 juin et 7 juillet et qui aboutit du coup à un budget complètement différent de celui de Michel Barnier. Michel Barnier, c'est simple, hein, Michel Barnier lui il prend l'option 1 pour faire face au déficit public que nous laisse, vous savez, le président Macron et son ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a sévi pendant 7 ans. Option 1 de Michel Barnier, c'est pour régler ça, on va aller chercher l'argent, dans les poches des classes populaires avec des impôts qui frappent tout le monde, et deux, en diminuant fortement les dépenses des services publics, par exemple en supprimant 4000 postes d'enseignants, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est on va régler cette affaire, et donc cette ardoise qui nous est laissée par 7 ans de présidence Macron, en allant taxer les ultra-riches et les profits des multinationales parce qu'ils en ont largement profité pendant 7 ans. En commission des finances, voilà, le projet que vous avez largement amendé, c'est 50 voire 60 milliards d'euros supplémentaires d'impôts. Hein, ça, c'est le chiffre donné par Éric Coquerel. Vous dites défendre les classes moyennes, mais en fait, vous mettez quand même des impôts partout. Il y en a plus sur l'épargne, plus sur l'assurance vie, plus sur les résidences principales, plus sur les successions. Je peux vous assurer qu'on cible les ultra-riches et les super-profits des multinationales, et que 90%, on l'a fait estimer par tous nos économistes avec lesquels on bosse, 90% des ménages verront leur impôt avec nous stabilisé ou diminué. Voilà, je vous le dis. Et oui, nous assumons le fait que nous allons redistribuer, partager les richesses, parce que pendant 7 ans, les ultra-riches se sont considérablement enrichis, hein, c'est les chiffres de la statistique, hein, c'est réel. Et surtout, les multinationales ont fait des super profits mirobolants. Ce que vous dites, ça s'éloigne d'un budget de compromis. Vous n'êtes pas prêt à tendre la main à Michel Barnier en disant on va essayer de faire quelque chose qui puisse convenir aussi à tout le monde. Nous, on veut Ce qui veut dire que le 49.3, il va être inéluctable. Et en plus, comme sans doute il n'y aura pas une motion de censure qui sera votée, Michel Barnier il pourra dire écoutez, oui. Non, tant pis pour vous. On veut une seule chose, la démocratie. D'accord ? Il y a eu des élections législatives, des députés qui ont été élus, qui d'ailleurs ont exprimé un rejet massif de la Macronie, puisque pour la 3e fois de suite, la Macronie a été battue sèchement dans les urnes. Bon, le président Macron s'est débrouillé pour que finalement il nomme son Premier ministre, Michel Barnier, pour poursuivre sa politique. Eh bien, ça ne marche pas avec l'Assemblée nationale, évidemment, puisque les électeurs ont voté autre chose. Et donc aujourd'hui, nous voulons faire fonctionner la démocratie, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Or, depuis une semaine, nous nous rendions compte que quand on fait marcher la démocratie et les votes
des députés, eh bien nous nous retrouvons avec un budget très proche de celui du nouveau Front populaire. Ce qui veut dire une chose d'ailleurs. Il n'y aura peut-être pas une copie conforme de ce qui s'est passé en commission des finances et de ce qui se passera après dans l'hémicycle. Mais non, on demande à voir. Voilà. Ce que l'on espère, mais ce que l'on craint, ce que l'on espère, c'est que Michel Barnier n'applique pas très vite un 49.3. Il dit qu'il veut dialoguer. Tant mieux. J'espère qu'il nous laissera débattre et voter. Et je fais le pari que nous aurons un budget très proche de celui du nouveau Front populaire. Preuve d'ailleurs que si nous avions gouverné, et nous espérons toujours gouverner, nous le demandons toujours au président Macron, qu'il nomme une première ministre de notre choix, Lucie Castet, oui, ça prouve en tout cas que nous aurions eu des majorités dans cette Assemblée nationale. La preuve en est de la semaine que nous venons de passer. Il y a une inflexion du gouvernement sur l'indexation et sur le gel des pensions de retraite. Pour y avoir un seuil au-dessous duquel leur revalorisation ne serait pas gelée pour 6 mois. Vous dites que c'est déjà un premier pas? Il ne faut pas toucher aux pensions de retraite. Je rappelle que le niveau de vie des retraités, pour la première fois dans l'histoire récente de ce pays, est passé en dessous du niveau de vie général. Moi, je veux un pays, nous voulons un pays, la France insoumise, le nouveau Front populaire, dans lequel les retraités, nos aînés, vivent aussi bien que le reste de la population. Donc nous sommes contre le fait de baisser les pensions de retraite comme le souhaite ce gouvernement. Alors il y a d'autres pistes, notamment celle soulevée par Gérald Darmanin pour faire des économies, en tout cas faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, c'est que l'État cède ses participations dans certaines entreprises cotées. C'est vrai qu'il y a 180 milliards en jeu. Est-ce qu'après tout, est-ce que c'est stratégique pour l'État d'être dans des sociétés comme la Française des Jeux, comme Renault, comme Orange? D'abord, vous remarquerez que ce gouvernement et le président Macron et ses gouvernements, après avoir mis la France dans une situation, je dirais, très compliquée du point de vue budgétaire, parce qu'ils ont dilapidé les recettes de l'État par des gros cadeaux fiscaux faits aux plus riches et aux multinationales, maintenant nous proposent de dilapider le patrimoine de l'État. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, donc ça balance juste pour vous refaire le film. Donc, oui, mais... Ils font des gros cadeaux plus riches avec ça, et maintenant ils proposent pour régler cette affaire. C'est Gérald Darmanin, c'est pas non plus le Premier ministre, mais est-ce que l'idée, vous dites pourquoi pas sur certaines participations où finalement l'État n'a pas un grand pouvoir, est-ce que ça peut être une bonne idée? C'est un patrimoine décisif de l'État. Puis une fois que c'est vendu, c'est décisif. Vous savez qu'une fois que c'est vendu, on revient pas en arrière. Donc ils vont dilapider le patrimoine de l'État. Deuxièmement, attention, c'est des entreprises. Pourquoi l'État, par exemple, est dans le capital de la Française des Jeux? Parce que derrière, il y a des problèmes d'addiction aux jeux. Très grave. Et donc oui, il est important que l'État soit dans le capital et soit décisionnaire d'entreprises qui concernent la vie de tous les jours des Français et des problèmes notamment d'addiction aux jeux. Vous félicitez le gouvernement Barnier de rentrer dans le capital de la filiale de Sanofi, de ce fonds américain qui a le Doliprane. Vous dites bravo, l'État prend ses responsabilités. Alors j'y arrive puisque vous savez, hier j'étais à la rencontre des salariés de l'usine de Lisieux dans le Calvados, qui produit justement le Doliprane. Je voudrais dire d'abord que ces salariés se sentent complètement abandonnés par le gouvernement qui vient de conclure un accord inacceptable. Alors ils disent qu'il y a des garanties fortes, l'obligation de produire 250 millions de boîtes de Doliprane sous couvert d'amende, le maintien de l'emploi, aucun licenciement sous peine de sanction financière. Accord inacceptable entre le gouvernement, Sanofi et ce fonds américain auquel on brade la production de Doliprane. Pourquoi il est inacceptable? Parce que le principe actif, ça reste en Chine. Il y a des c'était l'emballage. J'y arrive. Je vous parlerai aussi du principe actif si vous voulez. On a une minute, donc... Voilà. Pourquoi c'est inacceptable? Premièrement, parce qu'il y a des conditions, des garanties que sur 5 ans. Donc il y a fort à parier que dans 5 ans, ce fonds américain, qui vise évidemment la rentabilité maximale, va délocaliser la production de Doliprane. Si vous ajoutez les 48% de Sanofi, les 2% de la banque publique d'investissement, ça fait 50%. Donc c'est un fonds américain qui devient franco-américain. Voilà, Donc deuxièmement, problème, c'est que l'État ne rentre qu'à hauteur de 2%, mais quand le fonds américain détient 50% du capital, vous voyez bien que c'est peanuts, c'est dérisoire. Et je voudrais dire une chose qui m'a marquée hier, c'est que les salariés m'ont rappelé que pendant la crise du Covid, ils ont travaillé 24 heures sur 24 en 3-8 pour faire en sorte qu'il y ait bien la production de Doliprane et qu'il n'y ait pas trop de tension. Il s'agit du premier antidouleur pour les Français. Pour nos enfants, par exemple, un enfant de 2 ans, c'est une question de vie ou de mort, le Doliprane. En tout cas,
c'est une question décisive de lutte contre la douleur. Et ça, nous sommes en train de remettre en cause la souveraineté en termes de médicaments essentiels, en laissant Sanofi brader sa filiale de production de Doliprane à un fonds américain d'investissement. Et je voudrais dire aussi que c'est 1700 emplois industriels qui sont menacés à l'heure où on nous parle de réindustrialisation. Ceci est inacceptable et je finirai par dire que jeudi, à ma demande, nous auditionnerons en commission économique de l'Assemblée nationale la présidente de Sanofi France. Et je le dis, nous considérons que cet accord est inacceptable en la matière. Merci beaucoup Aurélie Trouvé. Bonne journée à vous. Merci à vous.